ça dans un monde qui est très très opaque. Qui sont les profiteurs? Réponse sur le terrain avec les véritables acteurs. Concurrence. Et la concurrence, c'est ce qui permet la baisse des prix. Ça, c'était il y a 3 ans, et depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter. Alors, Pouvoir d'achat, les profiteurs de la crise, présenté par Élise Lucet, c'est dans Pièce à conviction, mercredi et dorénavant à 20h50 sur France 3. En France, 3 millions de personnes ont plus de 80 ans. Avec l'allongement de la durée de vie, la prise en charge du vieillissement devient une priorité. Mais le système est aujourd'hui saturé par le nombre de personnes âgées et les maladies dont elles souffrent. La conséquence, des conditions de soins indignes. Plus de 600 000 personnes âgées seraient victimes de traitements dégradants. Au début, lorsque j'ai placé maman, j'avais la haine contre le personnel. On n'est pas capable de me dire comment maman s'est cassé la clavicule. Je trouve ça complètement aberrant. c'est le manque de nourriture, c'est le manque de propreté, c'est le manque de soins. Est-ce que vous pouvez aller faire témoigner la personne qui a été mordue par un rat? Morte. Selon les directeurs de maisons de retraite eux-mêmes, plus de 300 établissements en France devraient être fermés d'urgence. Mais des milliers d'autres ne permettent pas d'offrir aux anciens une fin de vie digne et heureuse. La région parisienne, l'endroit le plus peuplé de France, l'endroit où il est le plus difficile de faire prendre en charge une personne âgée. Ici, on choisit rarement sa maison de retraite. Pour placer ses parents, on se précipite sur la première place libre. Et le personnel, souvent en situation de précarité, est prêt à tout accepter pour garder son emploi. C'est pourtant une ancienne salariée de maison de retraite qui va nous faire découvrir les coulisses d'un établissement assez peu fréquentable. Elle s'appelle Edwige Villatte. Elle était auxiliaire de vie dans une maison de retraite de la région parisienne. J'ai un petit peu pété les plombs, c'est que justement tous ces résidents se plaignaient, pleuraient, disaient qu'ils étaient malheureux et qu'ils souffraient. La maison de retraite dont parle cette jeune femme est pourtant haut de gamme, parmi les plus chères de la région parisienne. Le dernier endroit où l'on s'attendrait à voir des maltraitances. Le prix payé par les familles n'empêche pas les mauvais traitements. Des insultes, oui, donner des surnoms bêtes, les insulter en leur donnant même des grossièretés. Excusez-moi, c'est peut-être vulgaire, mais ferme ta gueule, tu commences à me faire chier, espèce de connasse. C'est grave d'entendre ce genre de mots. Surtout que c'est des personnes quand même qui sont fragiles, dépendantes et handicapées. Donc je sais pas, un minimum de respect, c'est hallucinant. Oui. Et qui dit ça? C'est les auxiliaires, les soignants et les non-soignants, même la direction. Grâce à des complicités, nous avons réussi à pénétrer dans cette maison de retraite. Nous avons filmé en caméra cachée. La scène que vous allez voir est exclusive, car jamais personne, en dehors des protagonistes, n'est présent quand ces événements se produisent. C'est l'heure où l'on met au lit les résidents qui ne peuvent pas se coucher eux-mêmes. 3 soignantes vont utiliser un lève-malade pour coucher cette personne, une pratique banale, et pourtant. Un cri de douleur qui souligne la brutalité de la manipulation. Un harnais devrait envelopper la vieille dame en position assise. Mais les sangles ont été passées n'importe comment. La position est douloureuse, humiliante. Au lieu de la lever tout près et quelques centimètres seulement au-dessus de son lit, les 3 soignantes vont la rouler sur plusieurs mètres, pendue en hauteur, au bout de son harnais. La vieille dame gémit, mais on ne la rassure pas. On rit à ses dépens. Oli, vous êtes dans l'avion, non? Allez, vous faire atterrir. Vous avez de la chance parce que ce soir, les hôtesses, elles font pas grève. Sinon, vous restiez en l'air. Et sans raison, une des soignantes va se mettre à injurier la vieille dame. Voilà comment on traite les vieux ici. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Comment des soignants peuvent-ils se comporter de la sorte? La vieille dame va rester seule avec notre complice qui filme la scène et qui va essayer de la consoler, impuissante. Je reviendrai vous voir bientôt, d'accord? Allez. Allez, ils sont gentils. C'est mal. Je sais, c'est méchant. Ne pleurez pas. C'est pas
sais. Vous ne pas comme ça. Oh, je suis mal. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Rien. Plus rien à faire pour elle, estime cette vieille dame. Nous allons, hélas, comprendre pourquoi. 15 jours plus tard, nous infiltrons de nouveau la maison de retraite et nous allons vivre la même scène. 3 employés s'acharnent de nouveau sur cette personne. Qu'est-ce que j'aime pas ce truc? Vous êtes un parasite. À destination. Elle va être blonde, elle va peut-être falloir apprendre à décoller toute seule, hein. Ça commence à bien faire les conneries. Là, tu vois, elle est tranquille. Oh! C'est bien. Regarde. Là. C'est le gros bébé à Nicolas, ça. C'est ça, oui. Un gros bébé, ça. Tiens. Et mon œil. La jeune femme qui a eu le courage de nous signaler ses maltraitances n'a tenu que 3 mois dans cet enfer. 3 mois à se sentir complice avec son mari pour seul confident. J'étais tout le temps inquiète. Puis bon, tout le temps à pleurer, quoi. J'avais plus envie de sourire, j'étais écœurée. Je crois vraiment que j'étais écœurée. Ça m'avait vraiment... Il y avait quelque chose qui était en moi qui était en train de se casser, ouais. Je n'arrivais même plus à trouver le sommeil, quoi. J'étais devenue un petit cadavre, un petit mort-vivant. J'avais l'impression de prendre leur place, en fait, de me mettre à leur place, d'être non-vivante, d'avoir tout perdu, plus aucune expression, plus envie de... Vraiment plus rien, quoi. Je me dis, mais moi, j'ai pas le droit d'être heureuse puisqu'ils n'y arrivent pas, quoi. À chaque visite clandestine, nous verrons la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens? Rien du tout. Des membres dans un état lamentable. Les résidents sont ici manipulés sans précaution. Leurs jambes sont régulièrement percutées par les fauteuils des autres résidents, des fauteuils propulsés à la sortie de l'ascenseur par une employée débordée. Une dureté, une absence de précaution qui semble générale. Cette résidente raconte avoir été malmenée par une soignante. Vous savez, elle est méchante, hein. Ouais. Elle m'a engueulé comme du poisson pourri, elle m'a tordu le bras. C'est vrai qu'elle a fait ça? Oui, et j'ai encore mal par moment. Ah bah oui, vous êtes toute bleue, effectivement. Faites voir. Ah oui. Nous savons que de nombreuses familles ont protesté. Nous avons rencontré le fils d'une résidente. Il a accepté de témoigner, mais il tient à rester anonyme pour protéger sa mère, qui risque des représailles. Une maman malade d'Alzheimer, sans défense. Récemment, j'avais trouvé ma mère très affaiblie, dans l'incapacité de se tenir debout, même, là sans parler de marcher, mais se tenir debout. Et nous l'avons signalé. Et à la suite de cela, évidemment, le médecin l'a examinée. Elle a dû être perfusée d'urgence, car complètement déshydratée et dénutrie. Elle fait 33 kilos aujourd'hui. 33 kilos. Et incontestablement, c'est quelqu'un qui a faim. Qui a faim. Les repas, nous les avons filmés également en caméra cachée. Un sentiment d'indifférence générale. Des résidents sans assiette devant eux. Des personnels qui semblent débordés et toujours aussi peu délicats. Des vieillards fragiles, manipulés comme des sacs. Mais que peuvent faire les familles ? On est amené à se plaindre réellement et de façon parfois très virulente sur tous ces aspects-là. Et rien ne change. Rien ne change. On nous a même dit qu'il y avait du monde et que si ça ne nous convenait pas, eh bien, une autre personne pouvait prendre la place. Qu'on la retire, ça ne gênerait pas. Les familles doivent se taire. En France, il y a plus d'1 million de personnes de plus de 85 ans et seulement 600 000 places en institution. Les maisons de retraite peuvent tout se permettre. Un témoin qui accepte de parler est rare. Vous n'avez pas peur? Non. Pourquoi j'aurais peur? C'est pas moi qui les maltraite. Je suis partie justement pour pas les maltraiter, donc non. Non, j'ai pas peur. J'ai peur pour eux surtout. Le témoignage de cette jeune femme est exceptionnel, car la plupart du temps, le personnel subit les pressions de sa hiérarchie. C'est ce qu'a vécu Suzanne Moutin, une religieuse du centre de la France. Elle a été confrontée à cette omerta qui pèse sur le personnel. Son métier,
Elle forme des salariés qui vont travailler en maison de retraite et très souvent, elle a vu revenir des stagiaires punis pour avoir signalé des scènes comme celle-ci. La personne âgée, on devait lui donner son bain. Et la personne âgée ne voulait pas aller dans le bain. 2 aides-soignants l'ont pris par le bras et l'ont traîné tout le long du couloir, l'ont emmenée à la salle d'eau, on l'a mise par terre. Et comme par terre, on n'arrivait pas à la déshabiller, quelqu'un est allé chercher une paire de ciseaux. On lui a découpé la robe sur le dos et on l'a douchée par terre. La jeune femme qui a été témoin, qui était auxiliaire de vie, est allée dénoncer au directeur de la maison de retraite en lui disant « voilà ce que j'ai vu ». Le directeur lui a dit « vous racontez n'importe quoi ». Elle a dit « non, je vous assure que c'est ce qui s'est passé ». Il lui a dit « apportez-nous des preuves ». Elle a dit « qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte ?» La robe, par exemple, qui a été découpée. Vous pensez bien que la robe avait été jetée. Et quand elle est revenue dire au directeur qu'elle n'avait pas trouvé la robe, elle a été mise à la porte. C'est elle qui a payé. Ce n'est pas ceux qui avaient maltraité la personne âgée. Et quand on voit ces conclusions, quand on voit le fait que, soi-disant, la loi protège ceux qui dénoncent des maltraitances, et quand on voit ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Suzanne Moutin a rapporté aux autorités ce que ses stagiaires lui racontaient. Elle affirme que cela n'a rien changé. Dans les maisons de retraite, on sait bien comment faire taire ceux qui voudraient briser la loi du silence. Et ceux qui se taisent finissent par faire leur métier avec indifférence et fatalisme. Cela donne la forme de mauvais traitement la plus répandue aujourd'hui. On appelle cela la maltraitance institutionnelle. Les personnes âgées ne sont pas traitées méchamment, mais la façon dont on s'occupe d'elles est lamentable. C'est dans la région de Marseille que nous allons voir comment cela peut se passer. C'est cet homme qui va nous guider. Jacques Vial ne décolère pas depuis que sa mère est en maison de retraite. Au début, lorsque j'ai placé maman, j'avais la haine contre le personnel. Sa maman est pensionnaire dans un établissement des Bouches-du-Rhône. Allez, après je vais m'inquiéter pour tes médicaments, maman. Ce soir, un de nos enquêteurs se fait passer pour un ami de la famille. Il filme tout en caméra cachée. L'expérience va durer 2h30. Chaque fois qu'elle est là, je l'observe. Je vois ce qu'il y a et le lendemain, s'il y a quelque chose, je l'observe. Et aujourd'hui, le résultat de l'observation est inquiétant. Des bleus. Hein? Tu as des bleus, maman. Alors, les bleus, c'est pas toi qui te les fais toute seule. Tu ne peux pas marcher. Donc, c'est eux, certainement, en te manipulant, qui te font cogner, maman. Eh oui, mais il faut qu'ils fassent attention. Eh oui, mais à toi de leur dire aussi, maman, moi je ne suis pas tous les jours avec toi. Quand je lui vois des bleus aux chevilles, je me dis, mais ils ont fait le tomber. C'est pas elle qui sort du lit debout, elle ne peut pas, donc elle est chaque fois aidée. Pour lui voir de tels bleus, c'est qu'il la cogne, c'est pas possible. On en a en ce moment. Ah oui, là, oui. Fais voir tes jambes, maman. Regarde, un là, un ici. D'où ils viennent ces bleus? Ils viennent quelque part. Maman n'a jamais été battue, rien du tout. Hein. Et même, je peux en avoir la preuve par les autres personnes. Hein, parce qu'ils pourraient épargner maman, mais ils se rejeter sur le... Jamais, jamais j'ai vu quelqu'un, un résident maltraité. Jamais. Mais la maltraitance, c'est pas peut-être que la maltraitance physique. Hein. La maltraitance, c'est peut-être par une négligence d'attention. C'est peut-être par un manque d'humanité. Un manque d'humanité. C'est bien de cela dont nous allons être témoins pendant le repas du soir. Bon appétit tout le monde. À quelques tables de Jacques et de sa maman, un vieux monsieur isolé. Sa soupe est devant lui, mais il ne mange pas et personne ne se soucie de lui. Il y a 2 employés, mais elles ne s'occupent pas de ceux qui mangent à table. Elles servent les repas des autres dans les chambres. Le vieux monsieur est probablement considéré comme autonome. Il semble surtout absent et il ne mange toujours pas. C'est une situation que j'observe depuis quelques jours avec ce résident. Il est un petit peu en déclin, disons. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu beaucoup plus en meilleure forme. Ça n'avait pas l'air de beaucoup poser de problème aux 2 personnes qui étaient là. Enfin. Non, mais ça ne peut pas leur poser de problème. Ils sont en surcharge de travail. Donc, on va très souvent frôler le bâteler, d'accord, plutôt que le fignoler. Le vieux monsieur est toujours immobile. Personne ne s'est encore inquiété de lui. Et il y a maintenant près d'1 quart d'heure que sa soupe lui a été servie. L'une des employées va pourtant s'approcher de lui pour lui mettre sa serviette.
et elle se désintéresse aussitôt de lui. Comment? Non, je sais pas, je connais pas. Je suis jamais ici, c'est pour ça, j'ai pas l'habitude. Parce que je fais le premier, moi. Premier étage, ouais. C'est pour ça. Consternant. Comme elle n'est pas dans son service habituel, elle ne s'intéresse pas aux patients. Sous prétexte qu'elle ne connaît pas le résident, elle ne va pas l'aider à manger. Qu'il ne s'alimente pas ne lui pose aucun problème. Pendant ce temps, Jacques Vial va nous faire une autre démonstration de ce qui ne va pas. Il y a un problème sur ce téléviseur. Lorsqu'on passe de la 2 à la 1, de la 3 à la 2 ou de la 5 à la 2, ça saute. Toujours vrai. Faut le laisser refroidir. Une télé où l'on ne peut pas changer de chaîne. Certes, ce n'est pas vital, mais cela montre le peu d'estime qu'on porte aux résidents. Le vieux monsieur, lui, n'a toujours rien mangé. On vient de lui apporter la suite du repas, mais sa soupe est froide. S'il y avait quelqu'un de sa famille comme moi, je suis auprès de maman, qui puisse être là à le surveiller. Mais les résidents sont complètement esselés, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais c'est grave de ne pas pouvoir faire confiance quand même. Oui. Oui, parce que le personnel, en quelque sorte, est là pour pallier ce genre de situation. Mais une fois de plus, ils n'ont pas le temps. Dans la salle à manger, une impression bizarre. Les employées sont transparentes, comme si elles avaient accepté tacitement que ce soit Jacques Vial qui s'occupe des 4 résidents qui mangent à table. Et je ne veux pas croire que ce sont des personnels qui tirent au flanc. Mais peut-être que physiquement, ils n'en peuvent plus. Ils tombent les bras. Et ils tombent les bras, ça s'observe, vous savez comment? Depuis que j'y suis. Je le vois, le personnel. Et je me rends très bien compte aussi du turnover qu'il y a. Ça veut dire quoi s'il y a du turnover? Ça veut dire que les gens ne sont pas bien en place, ils quittent. Et toujours ce sentiment étrange. Celui qui travaille, c'est le fils de la résidente. Et c'est l'employé qui est contemplative, pas vraiment débordé. Le repas est fini. On nettoie la table du vieil homme sous son nez. Il n'a rien mangé ce soir. Vous avez des fois le personnel qui est là en train de vous lever les assiettes de dessous le nez pour pouvoir nettoyer plus rapidement la table et pour pouvoir être plus rapidement, terminer leur travail, pour pouvoir être plus rapidement chez eux. La maltraitance institutionnelle, c'est cela. Ici, on ne frappe pas, on n'insulte pas, mais l'établissement ne remplit pas sa mission. En additionnant les négligences ordinaires, on laisse s'installer des situations d'abandon. Au moment du coucher, les employés ont disparu. Dans un couloir, nous entendons une femme qui appelle à l'aide. Vous voulez quoi? Un petit peu d'eau? Un petit peu d'eau? Je vais demander. Merci bien. Pas question de lui donner quoi que ce soit, sans savoir si c'est possible médicalement. Sauf que les couloirs sont vides. J'ai fait. Quelle heure il est? 7h30. Oui, je vais passer. C'est basé. Je brioche. J'ai fait. Il n'y a rien. Je ne veux pas de l'eau. Je ne veux pas de l'eau. Il n'y a pas de bouteille, rien. Vous avez une carafe, mais... Et vous êtes, comment je fais? La carafe, en effet, est placée sur la table de nuit, un bon mètre derrière sa tête. Et son verre, il est immonde, là. Et j'ai fait. Vous voulez plus? Oui. C'est encore Jacques Vial qui va faire face. Et je veux pas. Comment je fais pas le chercher? Voilà. Je fais. Voilà, madame. Merci. Un petit biscuit. C'est un saccage. Un petit biscuit. Oui. Visiblement, cette femme non plus n'a pas mangé ce soir. Vous aimez ça? C'est bon, ça? C'était lesquels? Des petites madeleines. Ah, madeleine. Vous aimez? Oui. Allez-y, voilà. Elle n'a pas de sonnette d'alarme. Comment? Elle n'a pas de sonnette d'alarme. Je me demande si elle a besoin de quelque chose, comment elle peut faire. Le câble de la sonnette n'était même pas branché. Généralement, c'est ainsi que procède le personnel qui n'a pas envie d'être dérangé. Mais que se passerait-il en cas de problème grave? J'ai fait le test 1 ou 2 fois. Peut-être 15 minutes après, 20 minutes après, il est arrivé quelqu'un. Une fois, il est arrivé jamais personne. Le système de sonnette d'alarme est défaillant. Mais c'est primordial. C'est ainsi par une addition de négligence que se produisent dénutrition et déshydratation, des phénomènes
totalement anormaux en milieu hospitalier. Sur des personnes âgées fragiles, les conséquences sont souvent fatales. Pourtant, ici, l'établissement est impeccable, rénové, mais on n'y voit vraiment pas grand monde. Tout ce que je sais, c'est que chaque soir que je quitte maman à 20h, je traverse ces longs couloirs déserts. Des scènes comme celle-ci ne s'expliquent pas seulement par le manque de moyens. De nombreux établissements sont encore ancrés dans une culture hospitalière qui remonte au temps des hospices de vieux. C'est la vie de Jérôme Pélissier, écrivain et chercheur en psychosociologie. Il a été l'un des premiers à écrire un livre sur la maltraitance des vieux. Vous avez fortement encore un héritage culturel très, très fort, qui est un héritage à l'opposé, je dirais, de la notion d'être au service d'eux. Vous avez encore aujourd'hui des endroits où, en quelque sorte, si un résident dans une maison de retraite demande un verre d'eau ou demande quelque chose à manger, etc., il peut avoir des réponses du type « je ne suis pas là pour vous servir ». Ce type de réponse-là. Ça nous vient mais directement, en quelque sorte, du passé, quoi. C'est une réponse totalement inadaptée, en effet, à ce qu'on est en droit aujourd'hui d'attendre, précisément de quelqu'un qui est là aussi pour me servir si à un moment je ne peux plus moi-même boire ou manger, etc. Aujourd'hui, tous les acteurs de la santé sont d'accord pour reconnaître que l'évolution de ces comportements passe par une meilleure formation du personnel. Ballainvilliers, au sud de Paris. L'hôpital gériatrique Les Magnolias. Ici, depuis quelques années, on a choisi de rompre définitivement avec l'époque des mouroirs. Cet établissement est la preuve que vieillir n'est pas une condamnation à l'indifférence. Il y a des moyens de faire autrement. Oh, c'est un phénomène, mon Raymond. Il est de la Réunion. Il a 97 ans. Mon cher Raymond, c'est beau, hein? Et je l'aime. C'est ici que nous allons découvrir Yves Gineste. C'est un formateur dont la méthode de soins est en train de révolutionner les structures pour personnes âgées. Il nous a permis de filmer la formation qu'il vient dispenser cette semaine. Donc j'ai 10 stagiaires qui m'attendent et on va passer une semaine à se régaler. Yves Gineste forme progressivement l'ensemble du personnel de cet hôpital à ses méthodes. Un hôpital qui a résolument choisi d'être un lieu de vie et pas seulement un lieu de soins. L'unité Alzheimer. Ça va bien, madame? Oui? Vous avez l'air un peu fatigué, vous êtes un peu endormi. Vous avez fait une longue sieste, c'est ça? Un endroit qui ne peut pas laisser indifférent, car on y voit ce que la vieillesse a de plus désespérant. C'est l'une des rares structures en France qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Ces vieux sont habituellement cachés, retirés du monde. On ne veut ni les voir, ni les montrer. Il y a une peur extraordinaire de la vieillesse. On s'aperçoit que par exemple une personne âgée, lorsqu'elle est grabataire, n'est plus regardée. On compte les regards et on s'aperçoit qu'elle ne croise pas plus de 10 regards par jour. Et quand on compte les mots qui s'adressent à elle, on est aux alentours de 2-3 minutes par 24 heures. L'être humain ne regarde pas ce qui lui fait peur, ce qui lui renvoie une image peut-être de ce qu'on ne veut pas être. Donc en fait, quand on identifie nos peurs, on en a moins peur parce qu'on s'aperçoit que finalement, au fond, la vieillesse des autres ne me mord pas. Vous voulez danser? Oh non, c'est pas drôle. Vous voulez pas danser? Vous voulez pas danser? Ben, ça me dit rien et puis... Avec moi? La 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 la. Oui. La 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 la. Vous connaissez, hein? Je crois. C'est qui chante ça? Edith Piaf, je crois. Edith Piaf? Je sais pas. Non. C'est beau. Hein? Dans cet hôpital, on démontre chaque jour que même contre les pires conséquences du grand âge, il y a encore quelque chose à faire. Un mélange de tendresse et de professionnalisme. Une philosophie presque opposée à toute l'histoire du soin. J'ai tellement entendu dire à des aides-soignantes ou des infirmières « Mademoiselle, vous laisserez vos émotions dehors, une bonne infirmière maîtrise ses émotions, il faut de la distance thérapeutique ». Et moi, je prétends toujours que mes parents ne seront jamais en maison de retraite. Dans une maison de retraite où les gens ne les aiment pas un peu, n'ont pas de tendresse pour eux. Non, je crois qu'il faut se rendre compte de ce qu'ils nous apportent.
Voilà, tout simplement, du rôle que l'on a à le faire professionnellement et sereinement. Yves Gineste a transformé ses principes humanistes en une méthode de soins. Pour ses stagiaires, il va faire la démonstration d'une toilette au lit, un acte souvent difficile à réaliser pour le personnel et difficile à vivre pour les personnes âgées. Habituellement, pendant la toilette, cette dame résiste et se débat. Dites-moi, Jeanne, on va vous aider. Ah, vous voulez pas? Elle veut pas qu'on l'aide souvent. C'est Yves, Jeanne, je suis venu vous aider tout doucement, tout doucement. On va passer un bon moment. En quelques secondes, Yves Gineste va faire accepter la toilette à cette dame. Je vous découvre, Jeanne, tout doucement. Regardez, cette main est accrochée. J'ouvre, par exemple, le petit doigt ou l'index. Ça y est, défait. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans un combat, jamais. Vous me suivez? C'est bien. Levez la tête. Voilà. Ça y est. Vous voyez qu'elle m'aide? Levez le bras, Jeanne, levez le bras. Voilà. Elle lève le bras. D'habitude, elle bloque. Et là, elle bloque pas. Regardez bien. J'ai deux mains, une main relationnelle et une main utile. Je pose toujours la main relationnelle d'abord, tout doucement. Jeanne, là. Vous lavez le dos, Jeanne. D'accord? Là. Là, tout doucement. Ça fait du bien. Je vais vous couvrir tout de suite, Jeanne. D'accord? Encore, non plus que ça. Ce qui fait que quand elle y est, elle s'assoit et elle est directement au fond. Tu n'as pas besoin de la remonter. Bon, il suffira juste de s'occuper du visage de madame, hein, et puis je vous laisse. Ça vous va? On va galoper dans le couloir? Allez. Quand on fait marcher quelqu'un qui n'a pas marché depuis très longtemps, je vous conseille toujours d'aller vers la lumière. Parce que quand j'ai remarqué que quand je tourne le dos à la lumière, il y a des gens qui ne marchent pas, je les mets vers la lumière et ils démarrent. Donc, là j'ai vu la fenêtre est là-bas, il y a un éclairage là-bas, il y a quelque chose. Allez, vous venez avec moi, Jeanne? Avance en avant. En avant. Voilà. Allez, on y va. Vous regardez. Oui. C'est formidable. C'est inimaginable. Je disais, il manque de ça. On devrait le faire à tous. Je la vois toujours au lit, alors c'est impensable, quoi. Au revoir, Jeanne. Tous les soignants de l'hôpital vont suivre cette formation. Evelyne Gossens, la directrice, en a fait une de ses priorités, un choix technique, mais également une question d'honneur vis-à-vis de toute une génération. Il y a deux solutions. Soit ils disparaissent, ils n'existent plus, et on se contente de les laver, de leur donner à manger, et de les coucher. Soit on relève le pari, ils vont rester avec nous en tant qu'êtres humains. Et effectivement, on y arrive. Bien sûr qu'on va nous dire... ça sert à... je sais, ça sert à quoi? Après, attendez, c'est un problème d'éthique, c'est un problème national. On va au-delà. Moi, plus en tant que directrice d'hôpital, en tant que citoyenne, je dis qu'on a le devoir de le faire. Si aujourd'hui on n'agit pas, là, il y a des questions à se poser. Le dernier jour de la formation, ce sont les employés, seuls, qui vont appliquer les techniques d'Yves Gineste. Ah oui, il y a du boulot. Les grands choix réalisés à Ballainvilliers s'apparentent à ce qui est développé au Canada et en Scandinavie. Les spécialistes considèrent que la France a 20 ans de retard dans la prise en charge du vieillissement. Je vais rentrer chez moi très contente. Très contente. Il s'agit de cette dame-là? À la fin de la toilette, on avait l'habitude de la lever. Oui. Et là, elle a décidé de se lever toute seule. Elle nous a dit, vous me laissez tranquille. C'est pas vrai. Elle a posé les mains sur le fauteuil, s'est levée, elle s'est tournée toute seule, sans aide. Sans aide. Je suis vraiment fier de ce que vous faites dans cet établissement. Vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et final. Ça, c'est l'avantage des petits vieux. L'amour est un bouquet de violettes. La formation des personnels est aujourd'hui une nécessité impérative pour faire face au nombre croissant de personnes âgées dépendantes. Avec plus de 800 000 cas d'Alzheimer déclarés en France, l'improvisation n'est plus possible. D'autant qu'au rythme actuel,
ce chiffre aura doublé dans 15 ans. L'amour. Il reste énormément de travail pour que tous les établissements atteignent le niveau d'humanité que la population est en droit d'attendre. Notre enquête continue. Des articles de journaux ont attiré notre attention. Des familles ont fait appel à la presse pour dénoncer les conditions de vie dans une petite maison de retraite du Médoc, à proximité de Bordeaux. Des familles qui s'indignent d'un état d'abandon généralisé. C'est le manque de personnel qualifié, c'est le manque de nourriture, c'est le manque de propreté, c'est le manque de soins. C'est un peu tout. Hein. Émilie Osseille est la fille d'une vieille dame hébergée dans cet établissement. Pour vérifier ce qu'elle nous dit, nous allons essayer de visiter cette maison de retraite. L'un de nos journalistes va entrer en contact avec le PDG de l'établissement, mais la réaction de celui-ci est hostile. Je ne suis pas d'accord pour quoi que ce soit de ce genre-là. Puis de toute façon, demandez à une directrice ou lui demander si vous avez quelque chose à demander, mais je ne vois pas ce que vous avez à demander. Hein. Moi, je ne me prête pas à ce jeu-là. J'ai autre chose à faire. Il nous suggère de voir sa directrice. Nous essayons par téléphone, puis en personne, d'entrer en contact avec elle. Bonjour madame, vous êtes la directrice? Vous n'allez pas me recevoir. Nous ne demandons pourtant pas l'impossible. Simplement une visite et un entretien. Ce serait aussi la possibilité pour la direction de la maison de retraite de donner sa version de l'histoire. Monsieur, je n'ai pas à être filmé. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Je n'ai rien à cacher, mais qu'est-ce qu'on a à toujours être sur la maison de retraite? Vous ne saisissez pas votre droit de réponse, madame. Je ne sais pas pourquoi on vient toujours nous assaillir de mensonges. Des mensonges. Comment le savoir puisque nous ne pouvons pas rentrer? Au même instant, une dame attire notre attention. C'est moi qui ai rallumé le chauffage d'appoint dans la chambre à papa. Hein. Parce que les radiateurs, ils sont coupés là. Hein. Avant de partir, on lui a mis un pull parce qu'il était en chemisette et on a rallumé le chauffage d'appoint. Puisqu'il nous est impossible d'entrer, ce sont d'anciennes salariées qui vont nous raconter. Nadine Tessier a travaillé là-bas pendant plusieurs années. Elle a vu passer des dizaines d'employés qui ont tous fini par partir. C'est un va-et-vient de personnel. Il en a eu, ils sont partis, ils ne sont pas restés, il y en a qui reviennent, il y en a qui s'en vont. Ça ne change pas, c'est un turnover de personnel. Pourquoi? Ça ne reste pas. Moi, je pense que c'est par rapport à la direction qui n'est pas... C'est mal géré, on est mal payé, on n'est pas payé à des dates régulières, il y a des gros problèmes financiers. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été payé il y a 2 ans, la paye du mois de novembre, il y a 2 ans, je l'ai eu le 24 décembre. Ça peut mettre les gens en difficulté, ça. Voilà, donc on a eu des difficultés bancaires, on a eu toutes des difficultés bancaires, on a eu des rejets bancaires, il y en a qui se sont trouvés interdits bancaires, il y en a qui ont eu des crédits rejetés, et le personnel est saturé, il s'en va, quoi. Une autre ancienne salariée va nous révéler ce qu'elle a vécu. Patricia Turmot était aide-soignante, elle gagnait à peine plus de 1 000 € par mois. Et c'est pourtant elle qui assurait avec son propre argent une partie du ravitaillement des 48 résidents. Quand il n'y avait plus rien dans les frigos, il fallait aller chercher. Bon, le pain, il fallait aller le chercher, et donc il n'y avait pas d'argent dans les caisses, donc il fallait faire l'avance. On nous demandait de faire l'avance. Et quel genre de nourriture vous achetiez? Ça m'est arrivé d'aller chercher des steaks hachés. Pour nourrir les personnes âgées? Oui, ou un pot-au-feu à champignons. Je faisais l'avance et ils me remboursaient. Tout de suite? Non. Combien de temps? Ça variait, des fois c'était 3 mois, des fois c'était... voilà. Je bouclais pas mes fins de mois. Patricia Turmot va nous faire la preuve de ce qu'elle décrit. Sur les documents qu'elle nous présente, nous constatons qu'elle avançait jusqu'à 300 € par mois à son employeur. Elle a connu de graves difficultés financières. Enfin, nous allons comprendre la stratégie de recrutement de certaines maisons de retraite, leurs préférences, des employés sur lesquels il est facile de faire pression. La plupart des employés qui sont recrutés sont des gens qui sont soit des familles monoparentales, soit des personnes déjà en difficulté, ça les rend dépendants. Il les valorise, si vous voulez, quelque part, il vous dit « Ah oui, mais je t'ai rendu service, je t'ai valorisé, tu es au bureau, regarde la position sociale que tu as. » Mais c'est quoi la position sociale si après on ne peut pas manger? Si les enfants ils sont hospitalisés et qu'on ne peut pas payer? Si les choses s'arrêtaient là, ce serait un simple conflit entre un patron et ses employés. Sauf qu'en maison de retraite, quand les salariés sont maltraités, ce sont les personnes âgées qui souffrent. Nous allons finalement réussir à entrer dans cet établissement avec une caméra cachée.
Coïncidence, à peine arrivés, nous sommes saisis par une odeur insupportable. Oh, il y a une odeur, ça sent une odeur de fosse septique pas bien... Ah bah ils ont eu des problèmes il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que tout était bouché. Édifiant. Le voilà. C'est vous qui allez réduire le problème. Là, quand on est arrivé, ça sentait, mais alors... Ça a débordé, les pompes se sont arrêtées. Donc ça a débordé. Là, c'est un peu marécageux, on va dire, maintenant. Nous partons en visite dans l'établissement. Le bâtiment est plutôt quelconque, moyennement entretenu. Alors voilà la chambre de ma maman. Mais le plus inquiétant, c'est ici que nous allons le voir. Un défaut d'entretien évident qui peut constituer un danger pour une personne âgée. Pour la douche, il y avait une paroi de verre. Ça fait 2 ans qu'elle n'y est plus. C'est pas grave. En soi, la lumière s'éteint toute seule, un faux contact. Non, c'est parce que vous avez dû par mégarde appuyer, non? Pour rallumer la lumière, il faut toucher le néon avec les doigts. Voilà. Très dangereux dans une salle de bain, d'autant que la lumière s'éteint une deuxième fois. Ce que voulait nous montrer notre guide, ce sont ces supports métalliques qui dépassent du carrelage de la douche. Parce que là, il restait plein d'éclats de verre. Mais j'aurais dit, mais attendez, vous lâchez ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ça n'est absolument pas raisonnable de laisser ça comme ça. Parce que si vous rentrez des morceaux de... Des pièces coupantes, elles pourraient blesser une personne vulnérable qui perdrait l'équilibre. Après la visite, la personne qui nous a guidés, Émilie Osseille, veut nous parler de sa maman, malade d'Alzheimer, qui vit là-bas depuis 4 ans. Mon papa, il va régulièrement tous les 2 jours pour la nourrir, en ayant à l'esprit que de toute façon, c'est au moins ça qu'elle a pris. Ça veut dire qu'on ne la nourrit pas? Qu'on les nourrit très mal. On a un exemple précis. La cuisinière nous a dit un jour que pour 47 résidents, elle avait 5 poulets pour le midi. Avec un poulet pour presque 10. Quoi. Voilà. C'est une forme de maltraitance pour moi, justement. Hein. Donc c'est pour ça que j'y vais aussi pratiquement tous les jours pour voir si tout va bien. Cette nourriture médiocre, en quantité insuffisante, tout le monde va nous en parler. À commencer par cette résidente qui ignore que nous la filmons. La nourriture, moi, les 3 quarts du temps. D'ailleurs, j'ai maigri de 4 kilos. Mais ça m'était égal. Question de maigrir, ça ne m'a fait rien. J'ai bien des repas que je ne mange pas alors. Pourquoi? Là. Mais parce que la cuisine n'est pas bonne, c'est très mal fait d'abord. Ce n'est pas des cuisiniers, et puis ça n'en a pas la peine de faire la cuisine. Du poisson à l'eau, du riz à l'eau, et puis moi, si vous voulez, j'ai fait la guerre, je n'avais jamais mangé du pain qui est comme ça, qui est dur. On a mangé du bon pain pendant la guerre, on n'en avait que 100 grammes, mais on a mangé du bon pain, on ne mangeait pas de la merde comme ici. Pour vous dire, au départ, il y avait la soupe à la tomate. Alors on prenait de l'eau, un cube, et on mettait du concentré de tomate dedans et les vermicelles. Voilà, c'était le potage à la tomate. Finalement, les dirigeants de la maison de retraite ont réfléchi. Ils ont accepté de nous recevoir officiellement, mais la directrice ne va pas nous expliquer grand-chose. Un bel exercice de langue de bois. Les résidents qui sont ici sont très bien traités. Je m'applique à leur apporter de la sérénité, du bonheur et de la quiétude. Donc je ne vois pas de quel droit on peut dire que la maison de retraite est très mal entretenue et que le personnel n'est pas qualifié ou n'est pas là pour s'occuper des personnes âgées. Pourtant, nous avons bien vu que les services et les soins fournis aux personnes âgées sont particulièrement médiocres. Les familles savent bien qu'une maison de retraite privée est une entreprise. Mais ici, il y a visiblement trop de différence entre les sommes versées et le service rendu. On peut être affairiste, je reconnais qu'on peut faire ce métier pour gagner de l'argent, mais il faudrait que de l'autre côté, quand même, les gens soient bien traités. Alors là, c'est pas le cas. Au moment où nous terminons ce film, nous venons d'apprendre que le procureur de la République de Bordeaux vient d'ordonner une enquête approfondie sur cette maison de retraite. Il aura fallu 18 mois pour que les plaintes des familles soient prises au sérieux. C'est depuis plus de 2 ans à l'autre bout du pays, à Triocourt, dans le département de la Meuse, qu'une affaire traîne en longueur. Et pourtant, les faits qui ont été dénoncés semblent graves. Il se serait produit ici, dans cette maison bourgeoise, récemment repeinte, une maison de retraite familiale. Ce sont 3 anciennes salariées qui ont signalé des maltraitances aux autorités, Sophie Attané est l'une d'elles. C'était la façon de
toujours rabaisser les individus, toujours leur laisser croire qu'ils étaient rien, ou plus capables de rien. Et puis dans la maltraitance physique, c'était attraper la tête d'une personne, lui mettre la tête en arrière pour la faire boire ou la faire manger en l'attrapant par les cheveux, l'attraper par la main violemment en la tirant pour la faire descendre des marches. Des grosses bousculades, oui, ça j'en ai vu souvent. Depuis 2 ans, Sophie Attané met la pression sur les autorités. Car du fond de son jardin, elle a chaque jour sous les yeux l'endroit où elle travaillait, où elle a le sentiment d'avoir abandonné les résidents. Je connais les fenêtres chez les résidents qui avaient dans telle ou telle chambre. Donc aujourd'hui, je me demande s'ils y sont toujours, si tout va bien. Quand on a un minimum d'humanité, on est quand même obligé de s'attacher aux personnes, ou tout du moins les aimer quand même. C'est des personnes humaines, ils sont pour beaucoup dépendants de nous. Si on n'aime pas quelqu'un, je ne vois pas comment on peut bien s'en occuper. 2 ans de combat, et elle ne sait pas où en est l'enquête. La réponse des autorités a été simplement de nous dire qu'ils avaient bien pris note de notre courrier. Et puis depuis, on bataille pour avoir une réponse, pour savoir ce qu'il est ressorti de l'enquête. Les faits ont quand même été dénoncés en 2006. Nous sommes en 2008. 2 ans sans nouvelles des autorités. Nous avons cherché à savoir si une enquête avait été déclenchée. C'est au Conseil général de la Meuse que nous allons avoir une partie de nos réponses. Nous sommes reçus par le président Christian Namy et le directeur du service compétent. En mai 2006, à la suite de ces différents courriers, nous avons demandé à la DAS, qui est l'autorité de tutelle directe, de faire une inspection, ce qui a été fait en notre présence. Nous nous sommes procurés plusieurs documents qui montrent qu'effectivement, une enquête a été réalisée, demandée par le préfet de la Meuse. Sauf qu'1 an et demi plus tard, la DAS, qui effectue les contrôles en maison de retraite, reconnaît dans ce courrier que le rapport n'est toujours pas finalisé, car les agents ayant procédé au contrôle ont été nommés ailleurs. Les problèmes, ils se situent peut-être au moment où l'État n'a pas, au travers de la DAS, n'a pas été plus loin dans sa démarche. À quoi servent donc les contrôles s'ils ne débouchent sur aucun rapport et ne permettent aucune recommandation ou sanction? À la DAS de la Meuse, nous sommes reçus par la directrice départementale qui essaie de se défausser sur le Conseil général. Je vous rappelle que l'État n'a pas compétence sur cet établissement. L'établissement n'est pas médicalisé, l'agrément relève du Conseil général. Mais au Conseil général, nous entendons un autre son de cloche. Moi, si la DAS, le directeur de la DAS ou la directrice de la DAS est saisi, si le préfet est saisi, je n'ai pas à me substituer à eux, c'est leur boulot, excusez-moi de le rappeler. Des services qui se renvoient les responsabilités. C'est ainsi qu'une enquête, exigée par un préfet de la République, peut traîner sans solution pendant 2 ans dans les méandres de l'administration. Il y avait pourtant des problèmes qui auraient mérité une enquête approfondie. C'est un ancien résident, un abbé en retraite, le père Denis Poincelet, qui nous affirme par exemple qu'on faisait une étrange utilisation des somnifères aux Capucines. Nous, on était surpris des fois quand elle apercevait quelque chose, elle disait « Ah ben il y a ça qui va pas, non, vous n'êtes pas bien, attendez, je vais vous donner des médicaments qui n'étaient pas du tout ceux prévus par l'ordonnance. » C'était quoi comme médicaments? Bon, moi je connais pas bien les noms, mais j'ai été surpris des fois, par exemple, il y a des parents de personnes âgées, enfin des enfants plutôt, qui m'ont dit, mais comment que ça se fait, notre grand-mère ou notre maman était mieux que ça quand elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? En quelques jours, elle dormait tout le temps. Elle est droguée, non? Les pensionnaires dormaient tout le temps? Ah ben, certains, oui. Oui, oui. Ils n'avaient plus du tout la même forme, la même possibilité de réaction. Hein. Une pratique qui nous est confirmée par le témoignage de cette femme, Sylvie Saturnin. Elle travaillait aux Capucines il y a quelques années. Elle se souvient que la directrice avait la main lourde avec les somnifères. J'ai refusé de donner des médicaments parce que j'estimais que les patients n'avaient pas à prendre ces médicaments-là. Donc, quel type de médicaments? Des Noctrans. Alors les Noctrans, c'était pour les faire dormir.
Donc quand elle partait, elle me disait si elle appelle trop souvent, t'as pas le temps, il faut que tu fasses ça et ça, donc tu lui donnes un Doctran le matin, un Doctran le midi et ça va la calmer. Donc moi je les donnais pas. Il y avait certains pensionnaires qui avaient du Doctran systématiquement tous les soirs, surtout dans les périodes où ils n'étaient pas très en forme. Ça lui permettait, d'après ce qu'elle disait, de dormir tranquille. Sinon il la réveillait plusieurs fois dans la nuit. Donc pour éviter d'être réveillé dans la nuit, elle leur donnait systématiquement une pilule le soir. C'était prescrit par le médecin? Pas toujours. Pour distribuer aussi généreusement des somnifères, non prescrits par ordonnance, il faut bien se les procurer quelque part. C'est un pharmacien de la région qui va nous donner la clé de l'affaire. Il avait refusé de délivrer certains médicaments à la directrice de la maison de retraite. Le problème, moi, c'est qu'elle me demandait des choses que je ne pouvais pas faire. Des choses qui étaient contraires à la législation pharmaceutique. Des ordonnances, par exemple, de ces résidents, qui n'étaient pas conformes. Ouais, mais concrètement, c'est-à-dire concrètement, une ordonnance non conforme, qui n'était plus valable. Visiblement, la propriétaire se serait débrouillée avec certains pharmaciens complaisants pour obtenir illégalement des médicaments. Tout cela, les autorités semblent n'en avoir jamais entendu parler. Tout juste, les inspecteurs avaient-ils remarqué que les médicaments n'étaient pas bien rangés? J'avais constaté des problèmes sur les médicaments. C'est-à-dire des médicaments qui n'étaient pas, d'une part, qui étaient accessibles, c'est-à-dire pas fermés à clé, des traitements des résidents pas individualisés, pas de piluliers, etc. Des enquêteurs qui se sont, comme par hasard, déplacés la veille. Il est évident que c'est seulement la présence de nos équipes de tournage qui a déclenché cette enquête. C'était hier, donc mes collègues, c'est-à-dire mon médecin inspecteur, et j'étais aussi accompagné d'un autre inspecteur, d'un inspecteur chargé du responsable du service personnes âgées, sont en train de finaliser le rapport. Quelle rapidité, alors que l'on attend toujours le rapport d'il y a 2 ans. De vagues remarques auraient, paraît-il, été faites oralement à la propriétaire de la maison de retraite, qui semble ignorer ce qu'on lui reproche vraiment. C'est en tout cas ce que va nous affirmer Maître Guidon, son avocat, avec lequel elle a tenu à nous recevoir. La DAS, ça fait quand même 2 ans, près de 2 ans qu'elle est venue. J'ai pas de rapport. J'ai écrit à la DAS. J'ai écrit au Conseil général, j'ai écrit à la préfecture, je n'ai jamais eu de réponse. Je pense que la DAS, d'ailleurs, a dû s'y perdre, mais si véritablement les faits étaient avérés, la maison serait fermée. Et je l'avais dit à Mme Laurent à l'époque, si ce dont on vous accuse est vrai, votre maison sera fermée. Ça n'a jamais été le cas. Sauf qu'une fermeture de maison de retraite, cela n'arrive pratiquement jamais. L'explication est évidente pour Jérôme Pellissier, écrivain-chercheur spécialiste des personnes âgées. Ça fait des années, par exemple, en France, qu'on sait qu'il existe un certain nombre d'établissements qu'il faudrait fermer et qu'on ne les ferme pas pour la bonne raison qu'on ne saurait pas où faire vivre les personnes qui y vivent dans ces établissements-là. Donc dans une situation de toute façon de pénurie de places, là aussi, tout le monde va être beaucoup plus tolérant par rapport à des établissements qui devraient fermer, mais où, en attendant, grâce à ça, il y a des gens qui y vivent. Toutes les régions de France n'en sont pas au même point dans la prise en charge des personnes âgées. En Limousin, où la population est vieillissante, on a depuis longtemps mis en place des réseaux gérontologiques qui fonctionnent plutôt bien. La Souterraine dans le département de la Creuse. Ici, l'hôpital public accueille exclusivement des personnes âgées. Les équipes appliquent une philosophie pleine d'espoir sous l'impulsion de Michel Mazera, le médecin-chef. Les patients ne sont pas là pour être retirés de la société, mais bien pour envisager un avenir. On s'occupe de gens qui sont égaux à des gens de 50 ans, où c'est des êtres humains pareils, et ils ont des aspirations, ils souhaitent mener une vie le plus normale possible, et nous on est là pour ça. Hein. Si nous sommes là, c'est également parce que nous savons que Michel Mazera est l'un des médecins de France parmi les plus opposés à l'utilisation des neuroleptiques chez les personnes âgées. L'abus de médicaments est un phénomène généralisé. La plupart des personnes âgées qu'il reçoit ici arrivent dans un état second, complètement drogués. On pense que pour qu'un vieux soit heureux, il faut qu'il soit calme. Est-il bien prouvé que le but dans la vie des personnes âgées, c'est d'être calme ? C'est les soignants qui disent ça, ou c'est les médecins, ou c'est les familles quelquefois, mais les gens, ce qu'ils souhaitent, enfin, c'est de pouvoir mener une vie le plus normale possible, c'est-à-dire éventuellement avoir des relations avec leur entourage, aller se promener, et pour ça, il faut qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens.
Nous sommes dans le service de moyen séjour. C'est là qu'on tente de remettre les gens sur pied après des soins aigus en service spécialisé. On est vraiment sur la dernière couche de la peau. Oui. Cette dame a passé auparavant plusieurs semaines au grand CHU de la ville voisine et elle estime qu'elle revient de loin. C'est comme ça, c'est comme ça. Si je peux encore me remettre de ça. Mais j'ai bien eu peur, hein. Quand j'étais au CHU, j'ai bien eu. Ils ont tout essayé sur moi. Tous les jours, on changeait de traitement. Mais alors, dans des douleurs, ça, je l'oublierai jamais, jamais, jamais. Affreux. Ça marchait pas. Et ben, ils m'ont laissé choir, quoi. Elle est restée de longues semaines sans se lever. Elle en était de toute façon incapable, plongée dans un état second par de puissants médicaments. Il m'avait drogué. C'est qu'il m'avait drogué. Ma fille, elle dit, tu nous voyais arriver et tu ne nous voyais pas, tu nous traitais de tous les noms, tu disais des bousons de ma chambre. Je me rappelle que je voyais des vaches, que je voyais des chats. Oui, je voyais des vaches, je voyais des chats. Ça, mes enfants ont peur aussi. Hein. Je dis pourvu qu'elle reste pas comme ça. Un état probablement dû à la morphine, utilisée sans discernement. Car avec les personnes âgées, les médicaments sont souvent employés à doses massives pour simplifier la tâche du personnel ou des familles. Au départ, cette dame-là avait été hospitalisée simplement pour des ulcères de jambes. Les gens ne deviennent somnolents avec les morphiniques que lorsqu'ils sont trop dosés. Ça vient du fait que ce sont des gens, des médecins, des services qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de personnes âgées. En service de soins, difficile de concilier la surcharge de travail avec ces patients rendus plus lents par la vieillesse. Quand les gens sont dans des services où il n'y a que des jeunes, on ne s'occupe pas de les mobiliser, de les bichonner. Et donc, ils se laissent aller. Et voilà, quand ils se laissent aller, qu'ils ont trop de médicaments, ils passent dans un état d'indifférence qui dure comme ça jusqu'à ce que la fin arrive. Et puis voilà. Les gens âgés ont souvent plusieurs maladies à la fois. Et quand ils arrivent dans ce service, leurs ordonnances, délivrées par les médecins de ville, sont hallucinantes. Lorsqu'ils récupèrent ces patients, ce que fait le docteur Mazera, c'est tout simplement une désintoxication. En reprenant le dossier d'une ancienne patiente, il va nous en faire la démonstration. Cette dame-là, elle avait 2 ordonnances parce qu'elle a à la fois l'ordonnance de son généraliste et l'ordonnance du psychiatre. Et il s'avère que l'ordonnance du psychiatre comporte un médicament anti-Alzheimer, certes, mais aussi un calmant, 2 calmants, un antidépresseur et un autre calmant. Quand elle est arrivée, elle était quand même très on dit tassée, nous, mais ça veut dire en fait qu'elle avait peu d'initiative, elle était peu mobile. Le fait de donner des calmants à une personne qui a une maladie d'Alzheimer, ça lui fait perdre une grande partie de ses moyens quand même. On a là son traitement actuel qui ne comporte plus aucun médicament à visée psychologique et maintenant elle est très bien, elle va, elle vient, elle ne pose pas de problème. Vous est donc passé de 11 médicaments à 6, 7, 8, 10, 11, oui, de 11 à 6, oui. Et ici, à la souterraine, l'alternative aux médicaments, c'est la marche. Dominique est le kiné du service. Toute la journée, son travail, c'est de pousser les personnes âgées à se lever. Il leur fournit un objectif dans la vie. On va essayer de la mettre debout avec le verticalisateur, parce que cette dame, elle a une arthrose de genou bilatérale catastrophique, donc elle tient plus debout. Tandis qu'avec cet appareil, le bras va se lever et elle va se lever avec. On y va, ma petite? Se redresser. La garantie d'une amélioration physique, mais également une question de dignité. On n'est pas fait pour être toujours assis ni toujours couché. Oui. Puis ça permet de conserver un appui, et puis de se parler face à face. Sans qu'il y en ait un assis et qui ait une position dominante. Oui. Que là, on est des adultes. Oui, oui. Hein? Ah oui. Vous voyez, j'ai 86 ans et puis je tiens debout. Je sais qu'il faut le faire. J'ai un bon tempérament, on m'a dit, alors ça reviendra peut-être.
Allez. Bouger pour ne pas devenir grabataire. Une technique tellement simple qu'on se demande pourquoi elle n'est pas plus largement appliquée ailleurs. Vous voyez, en même temps, ça me tire sur les bras. Voilà. Pourtant, ici, le personnel n'est pas plus nombreux qu'ailleurs, mais une équipe soignante motivée a été sélectionnée. Une priorité qui pourrait être celle de n'importe quelle structure en charge des personnes âgées. En permanence, quelqu'un qui est en train de solliciter les patients pour qu'ils marchent. Ah bah bien sûr, oui. C'est ça qui me important de surprend. marcher dans la vie. Beaucoup de personnel font marcher les gens, surtout de façon utilitaire, quoi. C'est-à-dire que la marche, si c'est juste pour franchir le couloir, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire, eh ben, il faut marcher pour aller manger, ou il faut marcher pour sortir à la maison, parce que à la maison, après, il y aura besoin pour monter l'escalier, pour aller se coucher, pour etc., quoi. Ça fait partie de notre projet de soins, quoi, hein, que de mobiliser les gens. Ça, c'est vrai, hein. Ah, oui, oui, bien sûr. Qui on a ici? On a quelqu'un ou on a personne? Mais oui, on a du monde. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, vous nous faites voir comment vous vous mettez debout? Oh, bah écoutez, j'ai pas besoin parce que... Comment ça, vous n'avez pas besoin? Mais moi, j'ai besoin. Ben, peut-être bien, mais moi, j'ai pas besoin de vous le dire parce que... Voilà, c'est bien. Là, c'est trop facile comme ça, hein? Oh oui, mais pour ça... pour ça, parce que autrement, moi, je peux pas m'approcher. Allez! Non, non, mais c'est bien. N'ayez pas... Ah, oui, oui, mais moi, je vous veux debout, hein? C'est bien, oui. Essaye de te mettre debout. Mais debout, je Mais peux pas, attendez, debout. attendez. Chut, chut, chut. Du calme. Vous allez voir. Oui. Allez, moi, je me mets debout en même temps que vous. Oui. Allez! Voilà. Voilà, je suis debout. Eh ben voilà. Oui, mais j'irai pas plus loin. Parce que Tiens, ça me fait mal. donnez-moi la main, là. Oui, mais ça me fait mal, hein, là. Oh là là. Au lieu de la panique, dites-moi où ça vous avez mal. C'est ici que j'ai mal. Où? Attendez, que je vous fais voir. Ici. Oh là là, ça me... Ah, dans le genou! Dans le genou, oui, ça me coupe. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous la trouvez? Mais je la trouve pas mal. Oui? Ah, elle a meilleure mine, hein? Oui. Au revoir, madame. Au revoir, docteur, et puis merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites au fond du lit, là? Pour que la fin de vie des anciens ne soit plus une période de renoncement, une voie de garage, c'est probablement le regard que l'on porte sur eux qui doit changer. Par exemple, on commence à admettre que des vieux puissent tomber amoureux. Mais avant que toute la société soit prête à l'accepter, il y a encore du chemin. Ce couple de personnes âgées est un couple récent. Il y a 5 ans seulement qu'Armand et Victoria se sont rencontrés alors qu'ils étaient veufs tous les deux, un coup de foudre, à 75 ans passés. Nous nous sommes rencontrés au foyer du quartier. On a discuté tous les deux, on a fait quelques pas de danse. Et on s'est revus quand je suis allé chez elle un samedi matin. Et c'est là où on s'est accroché pour le restant de la vie. Mais il y a quelques mois, le conte de fées a tourné au drame. Victime d'un problème de santé, Armand a été hospitalisé quelques jours. Quand il est rentré chez lui, sa compagne n'était plus là. Plus aucune trace. Totalement désemparé, Armand a été pris en charge par sa fille, Danielle. Mon père, il a l'impression d'avoir été, tout d'un coup, plus rien à voir. Sa compagne qui disparaît, il se demande s'il rêve pas ou s'il n'est pas un cauchemar terrible. Il a fallu 25 jours pour la trouver. Parce que je voulais la trouver, on voulait la chercher, je voulais amener mon père parce que sa vie était en danger. Le docteur, il m'a dit, mais c'est quoi ça, dans quel état il est? Ça, c'est elle et sa fille, Raquel Viviane. En fait, Victoria, la compagne d'Armand, a été enlevée par sa propre fille et placée en maison de retraite à 200 km de là. À Toulon, avec la disparition de Victoria, le désarroi est total. C'est toute une famille. Qu'est-ce qu'elle va avoir là-bas comme famille? Il y a juste sa fille et son gendre qu'elle ne peut pas gober. C'est cruel, là. C'est cruel, ça. Une décision qui est pourtant légale, car la fille de Victoria est sa tutrice depuis que celle-ci a débuté une maladie d'Alzheimer. Un enlèvement légal, mais un procédé choquant, sans dialogue. Nous avons voulu comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Nous allons essayer de rencontrer la fille de Victoria. Je vous téléphone parce que je voudrais vous parler de votre maman. Ce qui me surprend, hein, Oui. c'est que tirer cette histoire au clair, il n'y a pas d'histoire à tirer. La fille de Victoria et son mari vont accepter de nous rencontrer. Pas pour une interview, mais pour tenter de désamorcer la situation. Comme nous ne savons pas à quoi nous attendre, nous tournons en caméra cachée. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fin de compte, on fasse ce que je vous disais tout à l'heure, un pataquès. Ce type-là ne connaît maman que depuis 2003.
Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Elle était déjà malade. Quand on est allé chez le juge, j'ai bien dit on laisserait maman le plus longtemps possible. D'accord. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Moi, je comprends pas là. Si vous voulez, ce sont les derniers feux d'une relation qui ne veut plus défaire. Une relation qui ne veut plus se défaire, c'est bien normal, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. C'est ce que nous montre ce petit film, tourné par la famille d'Armand dans la maison de retraite, à l'occasion d'une visite à Victoria. Ma belle-mère, elle est dans un état tellement dégradé que ne peut plus vraiment parler d'affection. Il n'y a plus de côté affectif, ni vis-à-vis de sa famille, ni vis-à-vis de lui, ni vis-à-vis de qui que ce soit. Allez, pleurez plus. Vous le retrouverez, je vous le promets. Moi, de toute façon, je lui dis d'espérer. À un moment, je dis je me foutrai à la mer. Il faut tenir. Non, il faut tenir, il faut tenir. Papa, il va bien, regardez comme il est bien, vous allez bien. J'en peux plus voir des compte combien de temps ça passe. Je sortais d'ici. C'est vrai. Les gens qui sont dans la maladie d'Alzheimer, ils ont besoin surtout d'une stabilité émotionnelle. Surtout. Mais stabilité émotionnelle, stabilité géographique, stabilité... Moi, je me suis énormément documenté là-dessus. Ils ont besoin qu'on ne les perturbe pas. Il faut croire qu'à leurs yeux, ce n'était pas perturbant de retirer brutalement Victoria de son environnement affectif, pour la placer dans un lieu inconnu. Nous allons rencontrer l'ancien neurologue de Victoria. Il ne veut pas parler de son cas précis pour respecter le secret médical, mais il va nous expliquer ce qu'un tel déracinement peut produire sur un malade. Comme les personnes atteintes de cette maladie ont des problèmes de repérage dans le temps et dans l'espace, de repère vis-à-vis des gens, tout changement, en particulier brutal, de l'environnement de vie, entraîne une aggravation des symptômes. Déjà, une personne âgée qui n'a pas de problème de maladie de la mémoire, une maladie d'Alzheimer, a un mal fou à s'adapter dans un nouveau monde. Armand et sa fille ont engagé un recours en justice pour tenter de faire revenir Victoria. Spontanément, des voisins ont apporté leur soutien. On les pousse au suicide moral. C'est une honte, carrément. Ça vous a choqué, vous? Oui, de toute façon, on les voyait, c'était deux oiseaux, on aurait dit un jeune couple de 20 ans, donc c'est impensable de faire ça à des gens comme ça, impensable. Mais qui finissent ensemble, au moins ça, de les laisser terminer leur vie dans le bonheur, mais pas de cette façon-là, de l'arracher, de profiter d'une situation d'hospitalisation pour arracher un à l'autre, c'est proprement scandaleux, c'est honteux. Pour appuyer leur démarche auprès du juge, Armand et sa fille ont fait circuler une pétition dans le quartier où vivaient les amoureux. Des dizaines de personnes ont signé. Il était tout le temps au petit soin, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, il la sortait tous les jours, il était au petit soin et tout, l'enfer. Ils étaient mignons comme tout, tous les deux. Ah, ils avaient l'air vachement amoureux, ils se donnaient par la main et tout. C'est mignon de voir ça à cet âge-là. On n'a pas vu tout le monde, là. Malgré les nombreux soutiens, rien n'a bougé au niveau judiciaire. Tous les soirs, Armand téléphone à Victoria dans sa maison de retraite. Mais les semaines ont passé et le découragement s'installe. C'est un piège, elle est dans un piège, je pense. Un piège, car le seul recours, ce serait de convaincre la juge des tutelles que la fille de Victoria a pris une mauvaise décision en séparant les amoureux. Mais Armand a conscience que le temps presse, que les mois leur sont comptés. On n'est pas jeune. Après, nous avons voulu comprendre pourquoi au bout de plusieurs mois, Armand attend toujours que la justice prenne une décision. Anne Caron d'Église est présidente de l'Association nationale des juges d'instance. Elle déplore la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les juges des tutelles. Je crois que ce que le public ne comprend pas, c'est qu'un juge des tutelles est rarement exclusivement juge des tutelles. Il fait partie d'un tribunal d'instance qui fait plein d'autres choses et il est souvent juge des tutelles à temps partiel. Et donc il y a des tribunaux dans lesquels le juge des tutelles n'a qu'une journée à consacrer à son travail. Il n'y a en France que 100 juges pour 700 000 personnes sous tutelle. Impossible de personnaliser le traitement de chaque dossier. Nous sommes 8 mois plus tard. Récemment, la juge des tutelles a décidé que Victoria devait rester dans sa maison de retraite, loin d'Armand. Elle estime que désormais sa maladie ne permet plus d'autres solutions. Aujourd'hui peut-être, mais il y a 8 mois.
Si le dossier avait été examiné plus vite, il aurait peut-être été possible de ne pas briser ce couple. Son état à elle, il s'est empiré d'empirer. C'est-à-dire que c'est une personne qui rentrait, qui était toujours sourire, qui rigolait, elle adorait mon père, il la faisait rire sans arrêt, c'est vrai. Alors on dit la maladie peut-être, mais elle vivait, elle était heureuse. Voilà, le mot c'est ça, lâcher, elle était heureuse. Comment vous qualifieriez ce qu'on vous a fait? Un assassinat, et puis, oui. À venir. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste à Armand, ce sont les visites qu'il rend à Victoria. Chaque semaine, il prend le train, seul, pour se rendre à 200 km de Toulon. 5 heures de train dans la journée, il a 80 ans. Quand il n'aura plus la force de voyager, il devra renoncer à cette femme qu'on a séparée de lui et qui était le dernier grand amour de sa vie. La justice n'a pas encore pris la mesure de ce qui peut faire souffrir les personnes âgées. L'arbitraire, le manque d'humanité ne sont pas des notions sur lesquelles les tribunaux peuvent s'appuyer. Les condamnations sont donc très rares. C'est pourquoi le procès qui s'est déroulé au tribunal de Carcassonne il y a quelques semaines est un événement exceptionnel. Un procès qui mettait en cause les dirigeants d'une maison de retraite pour des faits qui remontent à une dizaine d'années. 10 ans pour que la justice se décide à organiser un procès, 10 ans d'obstination pour cette femme, Nicole Dorbe. Elle estimait que ses parents avaient été maltraités dans une maison de retraite. Elle a vu passer 3 juges d'instruction successifs. Et alors que la plupart des familles renoncent, elle s'est accrochée. Une affaire exemplaire que nous allons vous raconter. L'histoire commence au milieu des années 90. Les parents de Nicole Dorbe habitent cette petite maison à proximité de Perpignan. Mais sa maman est atteinte par la maladie d'Alzheimer. Elle ne peut plus rester à domicile. C'est ensemble que les parents de Nicole vont partir pour une maison de retraite. Papa souhaitait aller la rejoindre pour être près d'elle. Il ne s'était jamais quitté. Il n'y avait pas de raison qu'il se quitte quand elle était en difficulté. Ils ont choisi un établissement moderne, l'un des rares à l'époque qui accepte les malades d'Alzheimer. Mais entre la famille Dorbe et la direction, les relations vont se dégrader très vite. En mars 96, maman se casse le col du fémur. Papa se casse le col du fémur début avril. Comment se fait-il que lorsque j'interroge sur les circonstances des chutes dans les 2 cas, on se moque de moi? À partir de ce moment, Nicole Dorbe va constater de nombreux problèmes, des incidents graves liés à la santé de sa maman. Elle ne pouvait plus marcher. Elle était en permanence sur un fauteuil. Un matin, elle s'est cassé la clavicule. Dites-moi, comment elle s'est cassée la clavicule? Moi, je ne sais pas. Personne ne me l'a dit. On n'est pas capable de me dire comment maman s'est cassée la clavicule. Je trouve ça complètement aberrant. Nous voulons confronter les versions des protagonistes de cette affaire. Nous nous rendons à la Redorte, une petite commune près de Carcassonne. La maison de retraite, la résidence Antinéa. Nous arrivons à l'improviste pour ne pas prendre le risque d'être éconduits au téléphone. On attend, elle est en rendez-vous directrice. Nous allons être reçus par le médecin-chef et la directrice. Elles estiment que les reproches de Nicole Dorbe ne sont pas fondés, que des fractures, des problèmes de santé ne sont pas des événements anormaux en maison de retraite. On ne peut pas être responsable de la pathologie des gens. On met tout en place pour qu'il y ait un maximum d'exigences, de confort, de sécurité, mais il n'empêche qu'il y a des pathologies. Les gens meurent et les gens sont malades. Mais désormais, Nicole Dorbe est en alerte. Et elle remarque de nombreux problèmes, des choses qui lui semblent parfaitement anormales. Elle avait un dentier, quand elle déambulait beaucoup, elle avait un dentier, mais le dentier, on l'a perdu il y avait longtemps. Les lunettes, on les a perdues. La bague avec un diamant, parce que le jour où maman est entrée là-bas, je ne l'ai pas dépouillée. C'était sa bague de fiançailles, elle a gardé sa bague. Il n'y avait pas de raison que j'aille la dépouiller. Une bague, ce n'est qu'une bague. Mais enfin, maintenant, moi, je la regrette, cette bague, parce qu'elle profite bien à quelqu'un. Un bracelet en or aussi. Bon, des tas de choses dont on n'a jamais pu expliquer où ils étaient passés. Ce qui va choquer définitivement Nicole Dorbe, c'est un événement symbolique qui va survenir lors du décès de sa maman. Elle avait pourtant tout préparé. J'avais prévu un sac, il y avait une robe neuve, un chapelet, une photo de famille, enfin, des objets que je voulais que maman ait dans son cercueil. Ce paquet était perdu, on ne l'a jamais retrouvé. Jamais. Je n'ai jamais eu aucune excuse. Je n'ai jamais eu aucune explication. Je ne sais pas. Parce que bon, il y a des détails qu'on oublie. Hein. Des détails. Écœurée par l'addition des problèmes, Nicole Dorbe finit par porter plainte.
Les investigations sont confiées à la gendarmerie. À l'époque, Philippe Denis appartient à la brigade de recherche de Carcassonne. Il procède à des dizaines d'auditions. Ces personnes qui ont témoigné, qui ont accepté de témoigner pour certaines, et d'autres qui ont accepté de témoigner, mais pas par écrit, racontent des choses qui, on sent que ça les touche profondément. On ne peut pas rester insensible devant ce genre de réaction. Parmi ces témoins, une femme que nous avons retrouvée, une ancienne salariée. Patricia Rivas était aide-soignante en service de nuit à la résidence Antinéa. Elle y a vécu le pire moment de son existence. Nous étions 3 cette nuit-là. On est rentré donc dans une chambre où une dame était atteinte de la maladie d'Alzheimer de façon précoce. Elle n'avait que 54 ans en 2000. Et cette dame, grabataire, donc complètement immobile dans son lit. Bon, on rentre dans cette chambre. Et là, ça a été l'effroi, ça a été l'horreur, ça a été de toute façon l'épouvante. Cette dame était tout simplement recouverte de fourmis. La perfusion est faite, donc il y avait tout le liquide qui s'était répandu sur le lit, sur les draps. Ce que moi j'ai retenu, c'est que cette dame avait suffisamment de fourmis pour qu'on puisse se jeter sur elle spontanément avec ce réflexe justement de la débarrasser de ce qu'elle avait et de voir son visage sur lequel coulaient 2 grosses larmes. Oui, il a fallu qu'on vérifie qu'elle n'en est pas dans la bouche, qu'elle n'en est pas dans tous les orifices. Je veux dire, on a vérifié ses oreilles, on a vérifié son nez. Vous l'avez raconté, enfin... Comment ne pas le raconter? Et alors? Je veux dire... et alors, rien. Enfin, je veux dire, moi, on m'a répondu que si je me sentais mal à l'aise, il me fallait démissionner. C'était un mal-être que j'avais. Ça peut arriver qu'il y ait des fourmis. Dans toute structure, ou même chez vous, vous avez sûrement eu des fourmis. Non, chez vous. Mais qu'il y ait eu justement des fourmis sur tout le visage, cela montrerait qu'on n'a pas vu la personne pendant plusieurs heures. Plusieurs heures de négligence, c'est effectivement l'explication la plus probable. Mais il y a encore pire dans le dossier. Nous nous sommes procurés certaines dépositions. Leur contenu est accablant. J'ai remarqué sur certains patients des saignements anormaux. On s'est vite rendu compte qu'il s'agissait de petites morsures provoquées par des rongeurs. Mon beau-père a eu la verge en partie attaquée par des rats. Il y avait une invasion de rats. Il y en avait dans son matelas mousse. Une autre patiente avait un lit également infesté. Les dirigeantes de la maison de retraite ont toujours nié l'existence de ces rats. Leur système de défense, elles remettent en cause l'impartialité du gendarme qui a mené l'enquête. Je ne veux pas incriminer celui qui a posé des questions, mais on peut tellement être manipulé à ce niveau-là, au niveau de l'interrogatoire. Donc, vous voulez dire que le gendarme a pu orienter les... C'est possible, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais ça me paraît tellement invraisemblable. C'est une position qui les engage. Moi, je reste sur les miennes, dans le sens où l'enquête a été faite à charge et à décharge. La défense est tout à fait logique. Je veux dire, est-ce qu'elle est appropriée, est-ce qu'elle est sincère? C'est autre chose. Depuis la fin de l'enquête, 8 ans se sont écoulés. Et nous sommes à la veille du procès. Aujourd'hui, Nicole Dorbe a rendez-vous chez son avocat, Maître Bassol. Elle est déçue car ce procès ne répondra pas à toutes ses attentes. La justice a écarté tous les faits qui semblaient les plus graves. On vous dit que les personnes étaient couvertes par des fourmis. 3 personnes qui le disent dans le dossier. Est-ce que vous pouvez aller faire témoigner la personne qui a été victime de ça? Morte. Est-ce que vous pouvez aller faire témoigner la personne qui a été mordue par un rat? Morte. Et même si certains vont parler, le juge, il se dit, moi, j'ai pas de preuves matérielles. Je n'ai que, il paraît que, j'ai vu que, mais il n'y a pas d'éléments matériels. Visiblement, les magistrats ne considèrent pas qu'une addition de témoignages concordants soit une charge suffisante. Alors que la justice écoute désormais les plaintes des enfants, la parole des vieux n'a toujours pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une personne qui est dans une maison de retraite, le peu qu'il va dire, quand il va les dire, on ne va pas l'écouter. Parce qu'il est vieux. On n'écoute pas un vieux. On n'écoute pas un vieux parce que c'est vieux. On n'écoute pas un vieux parce qu'il pourra doter, parce qu'il peut être sénile. Et puis qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Que voulez-vous que vous dise de sa maltraitance une femme victime d'Alzheimer? Donc on est véritablement dans un système d'omerta complète
C'est un sujet tabou. Donc la justice, aujourd'hui, n'est pas prête sur ce dossier-là. En revanche, les gendarmes ont mis le doigt sur un autre problème grave. Et cette fois, les preuves formelles sont nombreuses dans le dossier. L'enquête a montré que dans cette maison de retraite, tout le monde faisait le travail des infirmières, même les femmes de ménage. Je n'ai aucun diplôme. J'ai eu à administrer de la morphine. J'ai un diplôme d'auxiliaire puéricultrice. J'ai eu à injecter de la morphine. L'injection était préparée à l'avance et laissée à ma disposition dans le placard du patient. J'ai un CAP coiffure. J'ai eu à retirer des aiguilles de perfusion sous-cutanée. J'ai appris en regardant faire les infirmières. Pourtant, on sait bien que ces pratiques sont courantes. On s'est habitué dans de nombreuses maisons de retraite à voir le personnel passer du ménage aux soins. Et pourtant, agents de service, aides-soignantes et infirmières ont des rôles bien définis par les textes officiels. Les aides-soignantes n'ont pas la faculté de faire des actes d'infirmière, j'allais dire de conséquence. Ils n'ont pas le droit de préparer les doses de médicaments. Parce que là, c'est un acte médical. Si vous vous plantez, vous tuez quelqu'un. D'accord ? Et en tout état de cause, quelle que soit l'appréciation qu'on a de la chose, une femme de ménage n'est pas une aide-soignante. Ce qui va être jugé au tribunal de Carcassonne, ce sont des actes de complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmière. En clair, les dirigeantes de la maison de retraite auraient obligé des salariés non qualifiés à effectuer des actes relevant du domaine paramédical. Et leurs justifications manquent un peu de sérieux. On pensait que c'était autorisé de distribuer les médicaments, qui autorisait toute personne, même celles qui font le ménage, hein, c'est pas seulement les aides-soignantes ou les AMP, pour distribuer les médicaments. Chose qu'on a vu que nous étions en tort. Le tribunal de Carcassonne a condamné Monique Taillandier, le médecin d'Antinéa, à 3 750 € d'amende. Et Odile Péchadre, la directrice, à 2 500 € d'amende. Des sommes modestes, mais c'est une grande première. Jamais encore en France, la justice n'avait condamné ces petits arrangements qui permettent aux dirigeants des maisons de retraite d'économiser sur les frais de personnel. Une femme de ménage coûte moins cher qu'une infirmière. Si Nicole Dorbe, qui a été déboutée de sa demande de partie civile, n'aura probablement jamais de réponse à ces questions, son acharnement aura permis de créer une jurisprudence qui pourrait bien remettre de l'ordre dans les pratiques des maisons de retraite. D'autant que les établissements ont aujourd'hui des modèles, des endroits où l'on ne se contente pas d'attendre la mort en silence. Albi, dans le département du Tarn. C'est là que nous retrouvons Yves Gineste, le formateur qui intervient dans les maisons de retraite. Il a souhaité nous faire découvrir ce qu'il appelle le paradis des vieux, un établissement qu'il estime unique au monde. Je suis réellement bouleversé de ce que je rencontre ici, parce que c'est rare, c'est très rare. Et ça demandait certainement énormément d'énergie, d'énergie cachée qu'on ne voit pas, et de volonté. Et je trouve que c'est une expérience de vie absolument extraordinaire. Cet endroit, c'est la Maison de l'Amitié. Une maison de retraite qui pratique depuis une trentaine d'années ce que les gériatres les plus modernes semblent découvrir aujourd'hui. La Maison de l'Amitié accueille entre autres des patients malades d'Alzheimer, ceux qui posent tellement de problèmes que partout on les enferme. Ces trois dames âgées sont atteintes par la maladie et pourtant ce matin, elles sortent. Nous allons au marché couvert. Le marché couvert. Voilà, acheter quelques fruits pour préparer la salade de fruits. Que le repas du soir soit bon. Ah bah oui quand même. Et Hein. alors Une soignante pour prendre en charge 3 résidentes, cela peut sembler impossible pour beaucoup de maisons de retraite. Pourtant ici, le personnel n'est pas plus nombreux qu'ailleurs, une question d'organisation et surtout de priorité dans le projet d'établissement. L'intérêt c'est de pouvoir continuer à faire les activités tant que l'autonomie de la personne le permet, de faire les activités, de mener sa vie comme elle pourrait le faire chez elle, quoi. Donc nous, on essaie de permettre à ces personnes-là de pouvoir sortir, de pouvoir faire des courses. Madame Maton, tout à l'heure, va aller chez le coiffeur. Vous voyez, c'est pas l'institution où on rentre et on ressort pas, quoi. Il y a une liberté d'action, de mouvement que l'on essaie de proposer aux personnes accueillies. On regardera s'il y a des poires. Et puis on pourra faire, avant de rentrer, on pourra faire le petit tour du marché. Hein ? Tout
tout au long de la journée, nous allons découvrir les conditions de vie des résidents. Des choses simples et de bon sens, mais que nous n'avons rencontrées nulle part ailleurs. Nous allons être guidés dans notre visite par Nicole Camboulive, la directrice de la Maison de l'Amitié. Voilà, Nicole. Voilà. Alors ici, nous sommes au restaurant de la maison. D'accord. Et donc là, c'est les personnes qui sont tous malades d'Alzheimer, tous. Ils sont tous des malades. Et ils se servent eux-mêmes. C'est bien la première fois que je vois effectivement des personnes atteintes de ce type de pathologie, la maladie d'Alzheimer, dans une institution qui vont eux-mêmes prendre leur plateau, choisir ce qu'ils ont à manger. C'est assez unique. Ça c'est des betteraves. Je veux pas. Si vous avez envie. Sinon du saucisson, sinon de la salade. Vous prenez ça. Allez, prenez-le. On verra bien. Qu'est-ce que vous voulez comme dessert là? Comme dans la petite assiette. Des fruits au sirop? Ou des choux à la crème? C'est quand même important de se sentir maître de sa vie. C'est ça l'autonomie. Toujours pareil. Laisser les gens libres de ce qu'ils peuvent faire encore malgré la maladie d'Alzheimer, malgré le grand âge, malgré les handicaps. Bon, le personnel est là pour compenser, c'est tout. Par exemple, Madame Beleg, elle a 97 ans. Bon, mais encore, elle est debout. Donc, tant qu'elle est debout, elle choisit. À notre très grande surprise, depuis le matin, nous n'avons pas vu la moindre blouse blanche. Le personnel est pourtant très présent, mais en dehors de l'âge, rien ne le distingue des résidents. En face d'un soignant en habit, on ne peut y mettre qu'un malade. Et là, on est dans la vie. Donc, tous les soignants sont en civil, travaillent en civil. Et il n'y a pas cette espèce de différenciation par le statut qui est porté par l'habit qui fait le moine. Vous prenez pas de potage? Sur les plateaux, des bouteilles de vin, plusieurs desserts, des choix pas toujours diététiques. Qu'est-ce que vous voulez empêcher une personne de 85 ans, 90 ans de manger une pâtisserie parce qu'elle a une pathologie particulière? Vous vous rendez compte? Le temps qu'il lui reste à vivre, alors elle va se priver des choses qu'elle aime. Laissons les gens manger ce qu'ils ont envie. J'en bois à midi, du vin, et le soir j'emporte le reste de la bouteille. Je sens toutes petites bouteilles comme ça. Cet esprit particulier existe depuis des années à la Maison de l'Amitié d'Albi. Depuis des années, 2 jours par semaine, les résidents tiennent une brocante connue dans toute la ville. Voilà, on met les rideaux sur les tables, on va sortir les livres, comme d'habitude. Des résidents qui sont aussi parfois les premiers clients. C'est une très bonne cliente. Elle essaye les vêtements. Quand ça lui plaît plus, elle les change le mercredi d'après. Ça ferait un coordonné. Ça vous va? Oui. Bon, allez, alors allez voir les dames, là, elles vont vous l'emballer, elles vont vous mettre une belle poche et ça vous fera un beau paquet. C'est avec cette résidente que nous allons poursuivre la visite et notamment son appartement. Donc, Madame Charlotte Batigne, au numéro 19. Oui. Chacun a sa clé ici, chacun a la sonnette, vous voyez? On n'entre pas chez les personnes si elles ne souhaitent pas, ça jamais. C'est la première fois que nous voyons cela. Dans la plupart des maisons de retraite, les portes ne ferment pas à clé. Raison de sécurité, nous dit-on. Sauf que toute intimité est impossible si quelqu'un peut entrer à chaque instant. Vous la voyez du lit? Oui. Plus surprenant encore, chaque résident dispose dans sa chambre de son dossier médical. À chaque porte de salle d'eau, il y a une boîte qui a été fabriquée par les résidents, bien sûr, peinte et décorée par eux, où on met tout le dossier de soins, l'ordonnance, tout est là. C'est rare, ça, c'est même unique, j'ai jamais vu. Normalement, les dossiers sont dans des offices qui se ferment bien souvent à clé. Et malgré la loi, quand on veut récupérer nos dossiers, mon Dieu, comme c'est dur. Partout ailleurs, en effet, obtenir son dossier médical ressemble à un parcours du combattant. Des tas de petits détails qui changent tout, qui permettent à la personne âgée d'être encore un être humain respecté. Nous poursuivons la visite par la salle commune. Et ici, pas de petits vieux qui s'ennuient le regard dans le vide. Ces dames sont en train de préparer une soupe qui sera mangée le soir même. Et ça, c'est de la vraie soupe, hein, c'est pas de la soupe en poudre. Non, on l'a montré hier soir. Ah, parce que vous savez, dans la plupart des endroits maintenant, on fait manger de la soupe en poudre. Ah, bah, c'est une catastrophe. Oui. Ça, c'est des vrais légumes, ça. C'est votre recette, madame? Oui, la soupe à la citrouille.
Bon, mais c'est génial. C'est génial. Alors ça, c'est vraiment du comme à la maison, ça. Hein. Hey, vous allez voir comment ça va être bon. Vous mettez de la graisse de canard là-dedans? Oui, oui. Ben écoutez, franchement, je peux? Oui. Je suis un profiteur. C'est dur de faire la soupe tout le temps quand on a de l'arthrose, quand on est fatigué. Alors, c'est pour ça qu'elle dit que je la stimule beaucoup. Et puis quand on n'est pas encouragé, c'est difficile de faire les choses. Voilà, c'est difficile, oui. C'est pas très habituel peut-être. De quoi? Mais bon, si on veut vivre comme à la maison, hein, puisque ici on essaye de vivre comme à la maison. À la maison, on fait la soupe. J'ai connu un homme, un monsieur extraordinaire, qui faisait le potager et qui servait ensuite tous les légumes. Les légumes étaient servis à toute la maison de retraite. Une nouvelle directrice est arrivée, très réglementaire. Elle lui a dit, vous pouvez continuer à faire votre potager, monsieur.